Dans un royaume où les guérisseurs ont façonné l'histoire, ils sont classés de première à troisième classe. Mais en dehors du système, il y a un guérisseur qui n'est lié par aucune règle, avec des pouvoirs incroyables, toujours entouré de femmes puissantes, et toujours prêt à guérir si le prix est juste. L'histoire commence avec une fille nommée Lily, qui réveille doucement notre protagoniste, Zenos, tout en préparant du thé pour eux. Dans ce monde, un guérisseur de premier ordre est célébré comme quelqu'un qui peut réparer non seulement les corps, mais le monde entier. Et le royaume de Hodge travaille main dans la main avec les guérisseurs pour façonner l'histoire. Leurs contributions ont stimulé la croissance de la nation et leur ont valu un grand prestige. Il y a même un institut médical royal où les guérisseurs en herbe apprennent la magie de guérison avancée, obtiennent leur licence et commencent leur carrière. Pourtant, quelque part à Hodge, un guérisseur non conventionnel sans formation formelle se fait remarquer. Un vrai dur à cuire nommé Zenos. Peu après, nous voyons Zenos terminer de soigner un patient qui le paie et le remercie. Zenos dit simplement qu'il guérira quiconque peut payer. Et après le départ du patient, Lily demande s'il sort en visite à domicile aujourd'hui. Il confirme et promet d'être de retour avant la nuit, tandis que Lily mentionne que le dîner l'attendra. Plus tard, Lily prépare le dîner quand Carmilla passe. Lily explique que le repas n'est pas encore prêt parce qu'elle travaille sur un ragoût copieux. Carmilla, impatiente de manger, se voit dire de tout laisser à Lily car elle est destinée à être la future épouse de Zenos. Sur ce, Carmilla se retire dans sa chambre. Peu de temps après, Zofia arrive à la clinique à la recherche de Zenos. Lily lui dit qu'il est en visite à domicile et décide d'attendre elle-même. Elle admet être venue tôt dans l'espoir d'avoir Zenos rien que pour elle. Bientôt, Linga arrive aussi, désireuse d'attirer son attention. Lily lui donne la même explication, laissant Linga déçue. Elle avait prévu de se rapprocher de Zenos à sa manière. Zofia exhorte Linga à reculer, mais elle refuse de céder. Leur querelle est finalement interrompue lorsque Lily leur rappelle que c'est son devoir d'attendre Zenos. Puis Lo entre et annonce qu'elle est là pour s'amuser avec Zenos. Lily l'informe qu'il n'est pas là pour le moment et lui dit de réparer la porte qu'elle a cassée avant d'entrer. Quand Lo finit par entrer, elle est surprise de voir tout le monde rassemblé là. Elle se demande si la cuisine de Lily les a tous attirés et il la taquine en disant qu'elle est la seule à venir ici pour une raison comme ça. Bientôt, nous voyons que Lily a presque terminé la cuisine et ajoute une herbe secrète comme touche finale. Elle dit à tout le monde que le dîner commencera quand Zenos reviendra et les invite à se joindre à table. Lily est impatiente de partager le repas, mais avant cela, elle sort pour ramasser les vêtements qui sèchent dehors. En même temps, les filles n'ont hâte que la nuit tombe parce que la nourriture sent incroyablement bon. Lo et Linga se glissent dans la cuisine pour goûter le ragoût. Ils ne peuvent tout simplement pas résister une fois qu'ils réalisent à quel point c'est délicieux. Ils essaient d'expliquer qu'ils prenaient juste une petite bouchée, mais ils n'arrivent pas à s'arrêter, même si Zofia les avertit qu'ils se feront gronder par Lily. À la fin, même Zofia cède et prend une bouchée. Alors que Lily ramasse les vêtements à l'extérieur et près de la cuisine, il devient évident que les filles ont fini tout le ragoût. Réalisant qu'elles pourraient avoir des ennuis, elles commencent à se blâmer mutuellement pour avoir vidé la marmite. Elles décident de faire comme si de rien n'était, mais ce plan échoue, alors elles conviennent de préparer un autre repas. Zofia suggère qu'elle commence par ajouter des ingrédients frais dans la marmite, juste au moment où Lily apparaît et demande ce qu'elles font. La scène se déplace à la table du dîner où les filles essaient de feindre l'ignorance, mais Lily insiste pour qu'elles disent la vérité. Elles admettent que le ragoût sentait si bon qu'elles n'ont pas pu résister. Malgré leurs efforts pour se retenir, leurs mains ont agi d'elles-mêmes. Bientôt, elles remarquent à quel point Lily est contrariée. Les filles commencent à se disputer et à se blâmer mutuellement, et Lily leur ordonne d'arrêter sinon Zenos sera en colère à son retour. Elle explique qu'elle voulait seulement avoir un vrai repas avec Zenos et tout le monde, et les filles s'excusent rapidement, promettant de l'aider à cuisiner. Lily révèle alors qu'elle n'a préparé que juste assez d'ingrédients pour aujourd'hui. À ce moment-là, Carmilla fait irruption, furieuse qu'ils aient mangé tout son ragoût. Linga s'excuse immédiatement et les autres se joignent à elle. Carmilla exige de savoir comment ils vont se rattraper. Elle plaisante même en disant qu'elle pourrait manger leurs âmes à la place. Lily intervient et leur ordonne de lui apporter les ingrédients manquants et ils acceptent de le faire, partant immédiatement. Plus tard, Lily se rend compte qu'elle a utilisé le dernier morceau de son ingrédient secret et Carmilla demande si elle n'est pas contrariée. Lily répond qu'elle n'est pas très en colère, ce qui fait admirer sa tolérance à Carmilla. Lily ajoute qu'elle les aurait maudits s'ils avaient non seulement mangé sa nourriture, mais aussi bu son vin. Et elle se demande si elle peut encore préparer le dîner avant que Zenos ne revienne. En même temps, nous voyons Zenos en ville. En passant, il remarque une demi-humaine se tenant le ventre de douleur. Bientôt, son maître apparaît, révélant qu'elle est son esclave et exige de savoir où elle est allée. Elle explique qu'elle a souffert d'un mal de ventre et est allée dans une clinique pour se faire soigner, mais ils ont refusé de l'aider parce qu'elle n'avait pas d'argent. Son maître, agacé qu'elle a essayé de se reposer pour un petit mal de ventre, la ramène au travail.
Zénos observe son maître la jeter sur une tombe, marmonnant que les demi-humains, sales comme elle, appartiennent à un cimetière. Son traitement brutal semble invoquer un fantôme. Ignorant de tout signe surnaturel, il lui ordonne de se lever en lui donnant un coup de pied dans le ventre. Mais elle ne peut pas se lever à cause de la douleur. Ignorant toujours ses cris, il lui dit de se mettre au travail pour creuser des tombes. Il avertit qu'elle ne recevra de la nourriture que si elle parvient à trouver des objets de valeur. Soudain, l'esclave l'attaque et le sang commence à couler. Surpris, il demande ce qu'elle fait. Il devient rapidement évident qu'elle est possédée et il essaie de s'enfuir. Dans sa fuite, il tombe à nouveau sur Zénos et implore de l'aide, expliquant que son esclave est devenue violente. Zénos lui dit de s'écarter tandis que l'homme montre son esclave et exige de savoir ce qui s'est passé. Zénos demande alors au noble la dernière chose qu'il lui a demandé. Le maudit tyran répond qu'il lui a simplement dit de travailler comme d'habitude. Quand Zénos questionne sur le type de travail, il cache les détails en disant que c'était juste du travail à la ferme. Changeant de sujet, il se plaint de ses propres blessures et supplie Zénos d'arrêter l'esclave, promettant de le payer. L'esclave attaque alors le noble, mais Zénos intervient et le sauve. Zénos demande à l'esclave pourquoi elle est si en colère. Alors qu'elle lui lance des pierres, il les esquive facilement. Impressionné par ses mouvements rapides, l'homme ordonne à Zénos de tuer l'esclave. Zénos refuse, expliquant que son devoir n'est pas de prendre des vies. Le noble, révélant qu'il est lui-même un noble, se lamente que si cela continue, il mourra. Il dit même qu'il achèterait simplement un autre esclave si elle meurt. Pourtant, Zénos reste ferme, déclarant qu'il sauvera chaque vie qu'il peut parce qu'il est un guérisseur. L'esclave dérangé se jette sur Zénos avec un rocher, mais il le brise à main nue en utilisant une sorte d'amélioration. Le noble regarde avec incrédulité, se demandant quel type de guérisseur il est, quand soudain l'esclave l'attaque avec des mouvements fulgurants, suffisants pour faire douter Zénos qu'elle soit une demi-humaine ordinaire. Elle l'attaque alors avec ses griffes, mais il la repousse avec une barrière, remarquant que sa défense l'a gravement blessée. Pourtant, l'esclave continue de se battre, animée uniquement par la haine, et Zénos réalise qu'elle est possédée. Il s'approche alors qu'elle le mord. Surpris par l'idée que les fantômes peuvent à la fois consommer et converser, il déduit rapidement que certains esprits peuvent aussi posséder d'autres. Avec sa magie, Zénos guérit ses blessures et expulse le fantôme de son corps. Intrigué par le type de travail agricole qui pourrait mener à une telle possession, il effectue ensuite un exorcisme complet et déclare que son travail est terminé pour la journée. Le noble, surpris par la facilité avec laquelle Zénos a réparé le pied écrasé de l'esclave, le supplie de guérir ses propres blessures. Zénos promet de le soigner demain, avertissant que s'il attend plus longtemps, il pourrait ne pas survivre. Le noble insiste pour être soigné immédiatement, mais Zénos prévient que le coût sera élevé et demande s'il est prêt à payer. Le noble remet tout l'argent qu'il a, affirmant que cela devrait suffire, mais Zénos explique que ce n'est pas assez. Le noble grogne que le tarif est déjà au-dessus du prix du marché, insinuant qu'il souffrirait si on lui facturait illégalement. Mais il ajoute que cela n'aura pas d'importance puisqu'il sait que Zénos travaille sans licence. Surpris par l'existence de guérisseurs sans licence, Zénos commente que c'est un commerce louche, pas différent du pillage de tombes. Le noble essaie de faire l'ignorant, mais Zénos voit clair en lui et déclare qu'il déduira le coût de l'esclave des frais. Le noble accepte sans objection et Zénos procède à le guérir, prenant les documents de l'esclave comme partie du paiement. Après le départ du noble, nous voyons plus tard l'esclave se réveiller. Elle est surprise de le voir et souffre encore de douleurs à l'estomac. Lorsqu'elle lui demande qui il est, il se présente comme Zénos, expliquant qu'il l'a effectivement acheté. Il lui demande ensuite son nom et elle lui dit que c'est Tirou. Zénos lui ordonne d'enlever ses vêtements, expliquant qu'il a dépensé une somme importante pour elle et qu'il doit évaluer son état. Elle hésite d'abord, mais elle finit par obéir et il observe que son canal biliaire est obstrué par des calculs biliaires et enflammé. Zénos la guérit alors en quelques secondes, laissant Tirou stupéfaite alors qu'elle demande ce qu'il a fait exactement. Il explique qu'il a simplement fait une petite incision dans son estomac, retiré tous les calculs biliaires, puis recousu proprement. Elle est étonnée qu'il n'ait pas eu recours à de longs champs ou à des cercles magiques complexes et que son travail n'ait laissé aucune trace. Zénos minimise l'importance, disant que ce n'est rien d'extraordinaire et que tout guérisseur compétent pourrait le faire, mais elle insiste sur le fait qu'un tel exploit dépasse de loin ce que la plupart pourraient accomplir. Tirou exprime sa gratitude sincère pour l'avoir sauvé et se demande comment elle pourrait jamais le remercier. En réponse, Zénos révèle qu'il a en fait un travail pour elle. Il lui montre un dessin détaillé d'une herbe rare et lui demande si elle peut la retrouver. Déterminée, elle accepte et l'accompagne. Peu de temps après, elle trouve l'herbe. Il s'avère que c'est le même ingrédient secret que Lily a utilisé dans sa cuisine plus tôt.
Zénos offre ses sincères remerciements, bien que Tirou pense que c'était une tâche modeste et qu'elle avait secrètement espéré un défi plus important. Mais Zénos explique que sa politique est de prendre un paiement proportionnel au travail effectué. Malgré son sentiment de n'avoir presque rien fait, il est satisfait de sa contribution, remarquant que sans elle, il n'aurait pas pu s'en sortir. Dans un geste final, il déchire son contrat, la déclarant libre de choisir son propre chemin et de faire ce qu'elle souhaite. Incertaine de sa future direction, Tairu promet qu'elle reviendra une fois qu'elle aura découvert ce qu'elle veut vraiment faire. Zénos lui dit au revoir, l'encourageant à venir le voir si elle se blesse un jour. Plus tard dans la nuit, Zénos rentre chez lui où Lily l'informe que le dîner n'est toujours pas prêt. Peu de temps après, les trois filles reviennent après avoir rassemblé des ingrédients et Zénos ne peut s'empêcher de se demander ce qu'elles ont fait. Elles essaient de cacher qu'elles ont déjà dévoré son dîner, ce qui pousse Lily à décider de commencer à cuisiner un autre repas. Zénos se retire alors dans une autre pièce. En passant, Carmilla détecte un parfum distinct d'une autre femme sur lui, un indice que quelque chose d'intéressant a pu se produire. Il lui dit de se taire et Lily, occupée à préparer le dîner, lui demande d'attendre un peu plus longtemps. Mais Zénos s'interrompt, demandant plutôt une tasse de thé noir. Réalisant son besoin, Lily accepte rapidement, annonçant qu'elle va préparer une tasse fraîche immédiatement. À l'époque, Zénos faisait partie d'un groupe d'aventuriers de premier ordre. Mais un jour, le chef du groupe, Astan, lui lança une pièce d'or pour lui rappeler sa pauvreté, le chassant du groupe. Astan traita Zénos de bon à rien, insistant sur le fait que le groupe se porterait mieux sans lui, même si Zénos savait qu'il était le ciment qui les maintenait ensemble. Astan n'acceptait aucun contre-argument. En réalité, il avait recruté Zénos juste pour l'utiliser comme bouclier humain, pensant que personne ne se soucierait si le guérisseur était tué au combat. Maintenant que le groupe était devenu plus fort, Zénos a essayé d'expliquer que leur force venait de ses capacités de guérison. Astan a rétorqué que les compétences de guérison autodidacte et douteuses de Zénos étaient inutiles et que n'importe quel autre guérisseur ferait un meilleur travail. Ailleurs, dans une ruelle sombre, deux marchands d'esclaves essayaient de maîtriser une fille elfe pour pouvoir l'attacher et la vendre plus tard. L'une des femmes avertit son partenaire de faire attention avec elle car les elfes étaient rares. La garder en bon état rapporterait un prix plus élevé. L'homme l'avait déjà plaqué au sol lorsque l'elfe, Lily, refusa de se rendre sans se battre. Alors elle lui donne un coup de pied là où les futures générations sont annulées. Puis elle s'est enfuie. Sa fuite cependant fut interrompue lorsque l'homme, équipé d'un arc, lui tira une flèche dans la cheville. Lily s'effondra, incapable de courir plus loin, et le marchand la rattrapa rapidement. Il tenta de la maîtriser à nouveau, mais Lily se défendit farouchement, mordant sa main comme si elle voulait effacer sa présence. Dans un geste désespéré pour se libérer, l'homme finit par la poignarder. Par hasard, Zénos se trouvait à passer par cette même ruelle et découvrit Lily par terre, en train de saigner. Il exigea de savoir si ces marchands étaient responsables. Ils lui répondirent sèchement de dégager, affirmant que l'esclavage était parfaitement légal dans ce pays et que, à leurs yeux, Lily était leur propriété pour en faire ce qu'ils voulaient. Légalement, Zénos avait peu de bases sur lesquelles s'appuyer. Pourtant, une idée germa dans son esprit. Il proposa d'acheter Lily en leur remettant la pièce d'or qu'il avait reçue d'Aston. La plupart du temps, ils auraient refusé. Après tout, une esclave elfe valait bien plus qu'une seule pièce, mais voyant son état et le fait qu'elle était déjà en train de se vider de son sang, ils prirent la pièce et partirent. Après leur départ, Zénos s'approche de Lily pour vérifier si elle est encore en vie. Lily, résignée à son sort, lui dit de la laisser tranquille, mais Zénos insiste sur le fait qu'elle ne va pas mourir. En regardant sa blessure, Lily est surprise de voir que Zénos l'a déjà complètement guérie. Elle le remercie pour son aide et s'excuse pour la pièce d'or qu'il a dépensée pour l'acheter, bien que Zénos admette qu'il ne voulait pas vraiment la garder car elle ne lui rappelle qu'Aston. Il lui demande si elle a un foyer, mais étant donné son statut d'esclave, il est sûr qu'elle est fauchée et sans abri. Remarquant qu'elle a aussi très faim, Zénos propose de lui apporter de la nourriture et des vêtements avant toute autre chose. Zénos finit par l'emmener dans un restaurant à proximité et lui achète même des vêtements neufs en chemin. Pendant que Lily savoure son repas avec joie, elle est intriguée qu'il n'ait pas commandé de nourriture pour lui-même. Zénos explique qu'il n'a pas faim, même si la vérité est qu'il est vraiment fauché. Il a dépensé le reste de son argent pour la nourriture et les vêtements de Lily. Et après avoir été expulsé du Golden Phoenix, il va probablement avoir besoin d'un nouvel emploi bientôt pour éviter de mourir de faim. Juste à ce moment-là, un homme entre en titubant dans le dîner, visiblement blessé au bras. Il est clair qu'il a eu des ennuis à en juger par l'apparence de la blessure, avec un trou béant et quelques marques de brûlure légères. Zénos en déduit que l'homme a dû être touché par une arme magique. Bien que l'homme soit une personne lézard et que sa blessure pourrait normalement guérir d'elle-même en quelques jours, la blessure est suffisamment profonde pour nécessiter une attention immédiate. Zénos tend la main et lance un sort de guérison. En quelques secondes, le trou dans le bras de l'homme se referme parfaitement. Surpris par la guérison soudaine, l'homme demande qui est Zénos. Avant que Zénos ne puisse répondre,
Lily intervient en déclarant qu'il est un guérisseur incroyable. Bien que l'homme n'ait jamais entendu parler de Xynos auparavant, il est reconnaissant pour l'aide et lui tend quelques pièces, promettant de répandre la nouvelle. Au début, Xynos est un peu confus par le paiement, mais il se souvient ensuite que les guérisseurs sont habituellement payés pour leurs services. Cela lui donne une idée. Il décide d'ouvrir une clinique et de devenir un guérisseur professionnel. Cependant, comme il vient des bas-fonds, obtenir une licence officielle de guérisseur serait difficile. C'est pourquoi Xynos choisit de devenir un guérisseur clandestin. Lily ne comprend pas tout ce que Xynos raconte, mais s'il prévoit d'ouvrir une clinique, elle est prête à l'aider. Xynos s'arrête pour réfléchir à l'idée. Sachant que démarrer une clinique sans licence est illégal, il n'est pas sûr qu'il soit juste d'entraîner un enfant innocent dans une affaire aussi louche. Pourtant, Lily lui rappelle qu'il l'a acheté il y a seulement quelques minutes, ce qui, à ses yeux, fait de lui son maître. Par conséquent, elle est obligée de rester à ses côtés, peu importe combien de règles il enfreint. Bien que Xynos n'ait jamais eu l'intention de devenir son maître, il voulait seulement l'aider, Lily souligne qu'elle n'a nulle part où aller. S'il l'abandonne, ce sera de sa faute si elle redevient esclave. Après réflexion, Xynos cède et accepte de laisser Lily le rejoindre. Ravie, elle jure de le servir de tout son être, bien qu'il lui dise rapidement de ne pas rendre les choses gênantes. Réalisant que monter une clinique signifie aussi qu'il doit régler son propre problème de sans-abri, Xynos emmène Lily dans une partie abandonnée de la ville, à la recherche d'un endroit où rester. Curieuse, Lily demande pourquoi il veut vivre là. Xynos explique qu'il doit rester discret pour que l'association royale ne découvre pas son dispensaire illégal. De plus, c'est le prix parfait pour son portefeuille qui a pris ses distances avec l'argent. Bien que Lily ne puisse pas contester cette logique, elle est toujours mal à l'aise, sachant que des monstres effrayants ont tendance à hanter des endroits comme celui-ci. Finalement, ils trouvent une maison qui est encore en bon état et Xynos pense qu'il a touché les étoiles, enfin alignées. Cependant, dès que Lily pose les yeux dessus, elle est terrifiée car cela ressemble à un kit de démarrage de maison hantée. Elle craint que s'ils n'ont pas de chance, ils pourraient même croiser un spectre. Xynos, ignorant ce qu'est un spectre, écoute Lily expliquer que les spectres sont des êtres morts-vivants, terrifiants, capables de transformer les gens en fantômes d'un simple toucher. Ils entrent, mais l'obscurité oblige Lily à utiliser sa magie de base pour éclairer la pièce. Xynos est surpris qu'elle puisse lancer des sorts, bien qu'il remarque rapidement que ses tours ne sont pas très avancées. Une fois la pièce éclairée, il voit tout clairement. C'est aussi délabré que Lily le craignait, mais Xynos reste optimiste. Le toit est solide et les piliers de soutien sont globalement robustes. C'est parfait pour installer sa clinique clandestine. Néanmoins, il rencontre un problème majeur. Il y a en fait un spectre dans la maison et il menace de drainer Xynos de sa force vitale. Lily panique, tandis que Xynos est plus déçu que la maison soit déjà hantée par quelque chose de pas du tout tranquille. Soudain, Carmilla se précipite sur lui, mais il la repousse sans effort avec un sort de guérison qui finit par détruire ses deux bras. Il n'est pas du tout intimidé par Carmilla. À l'époque de son Golden Phoenix, Aston l'envoyait seul dans le labyrinthe chaque fois qu'il était de mauvaise humeur, et Xynos y avait rencontré d'innombrables spectres en battant au moins une centaine. Il s'avère que la magie de guérison fonctionne assez efficacement contre les monstres morts-vivants. Revenant à la question principale, Xynos s'excuse auprès de Carmilla d'avoir fait irruption dans ce qui semble être son domaine, mais explique qu'il n'y a pas d'autres options à proximité. Il lui demande si elle est d'accord pour qu'il emménage. Carmilla se sent insultée que Xynos puisse même suggérer de partager son espace, elle, la soi-disant reine des spectres, et elle invoque une horde de serviteurs fantômes pour le chasser. Sans sourciller, Xynos utilise tranquillement un sort de guérison de haut niveau pour les éliminer tous. Stupéfaite par le pouvoir de Xynos et commençant à craindre qu'il ne l'exorcise, Carmilla finit par céder. Ne voulant pas se battre, Xynos demande si elle est prête à leur laisser au moins une chambre ainsi qu'un espace pour traiter de futurs patients. Réalisant qu'elle ne peut pas le battre, Carmilla accepte de leur laisser le rez-de-chaussée, tandis qu'elle garde le premier étage pour elle. Xynos pense que cet arrangement fonctionne plutôt bien que Lily ne sache pas si elle doit avoir plus peur de Xynos ou de Carmilla. Le lendemain matin, sans patient, Lily s'ennuie et demande à Xynos si elle devrait sortir pour faire de la publicité ou peut-être même botter les fesses de quelqu'un. Cependant, Xynos déconseille cela, craignant que l'hôpital royal ne finisse par découvrir leur opération. De plus, il est convaincu qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'ils aient leur premier client. En effet, quelques secondes plus tard, quelqu'un entre. Lily se lève avec empressement pour accueillir leur premier client et est surprise de voir que c'est le même gars que Xynos a soigné la veille. Xynos s'attendait à le voir tôt ou tard. Après tout, les citoyens respectueux des lois ne se font généralement pas toucher par des balles magiques, et les gens comme lui préfèrent éviter la scène traditionnelle de l'hôpital pour des raisons évidentes. L'homme se présente comme Zonde et dit qu'il a besoin que Xynos examine sa sœur. Xynos accepte d'aider, et Zofia lui montre une petite blessure superficielle sur son bras. Elle explique que son bras agit bizarrement depuis hier, et après un coup d'œil, Xynos déduit qu'elle a été touchée par une attaque magique imprégnée de poison. Zofia demande s'il peut faire quelque chose.
Mais comme elle a supporté la blessure toute la nuit, la plupart des tissus de son bras sont morts. Zenos lui dit qu'il vaut mieux amputer tout le bras pour empêcher le poison de se propager. Bien que déçue à l'idée de perdre un bras, Zofia demande combien cela coûtera pour le faire enlever. Zenos dit qu'elle devra payer 1 million de wen, ce qui met immédiatement Zond en colère. Il trouve cela scandaleux pour une procédure si simple. Alors qu'il est prêt à se battre pour le prix, Zofia intervient et essaie de négocier avec Zenos. Elle se demande s'il veut vraiment facturer autant alors qu'elle est connue sous le nom de Zofia la Tornade, la chef de l'un des 3 gangs de la région, un fait que Zenos connaît bien. Pourtant, il refuse de faire le travail gratuitement, surtout que la régénération demande beaucoup d'efforts. Zofia est déconcertée, n'ayant jamais entendu parler d'un guérisseur capable de régénérer des membres. Et Zenos est tout aussi perplexe, car sa méthode autodidacte est quelque chose qu'il n'a pas vu chez d'autres guérisseurs. Ne sachant pas quelle est la norme, il demande simplement si elle veut procéder à l'intervention. Zofia accepte sans hésitation. Zenos la couche alors sur une table et se prépare à amputer son bras. Il invoque un scalpel magique, une lame de magie condensée qui apparaît à volonté. Elle est super tranchante et complètement stérile, ce qui la rend idéale pour la chirurgie, bien que la plupart des guérisseurs ne puissent pas réaliser de tels exploits. Il commence l'opération en canalisant continuellement la magie de guérison pour engourdir la zone. Il ampute ensuite rapidement le bras infecté et augmente son pouvoir de guérison pour en régénérer un nouveau. Couche par couche, il reconstruit le bras de Zofia jusqu'à ce qu'il soit comme neuf et cesse de se comporter étrangement. Émerveillée et reconnaissante que Zenos ait réussi à régénérer son bras, Zofia ne s'oppose plus au prix. Elle promet même d'envoyer ses subordonnés blessés pour qu'ils les soignent. Pour Zenos, tant qu'il paie, ils peuvent être aussi étranges qu'ils le souhaitent. Dans les jours qui suivirent, Zenos fut occupé à traiter de nombreux patients de la faction des hommes lézards. Alors Lily prépara du thé pour l'aider à se détendre. Reconnaissant pour sa prévenance, Zenos ne pouvait s'empêcher de se demander pourquoi elle avait préparé 3 tasses au lieu de 2. Lily expliqua que l'une était pour Carmilla, bien que Zenos ne soit pas entièrement sûr que Carmilla se joindrait à eux, jusqu'à ce qu'il apprenne qu'elle aime vraiment le thé. Pendant une pause, Lily demanda à Zenos s'il avait une idée de pourquoi les hommes lézards se blessaient si gravement. D'après ce qu'il avait vu, il soupçonnait qu'une guerre de territoire faisait rage entre diverses factions. Puis, de nulle part, une faction a littéralement enfoncé la porte. Une meute de loups-garous a fait irruption dans la clinique et leur chef, Linga, a déclaré qu'elle était déterminée à tuer Zenos. Elle avait combattu les hommes lézards pendant des jours et peu importe combien elle en blessait, ils se rétablissaient toujours. Alors, elle a décidé d'éliminer leurs guérisseurs. D'une part, Zenos n'était même pas affilié aux hommes lézards et il préférait éviter la violence. Pourtant, Linga avait déjà ordonné à son équipe de le tuer. Malgré leur férocité, sa magie défensive le maintenait immobile, incapable d'être blessé. Réalisant que la force brute ne fonctionnait pas, Linga a décidé de démolir la clinique. Ce plan s'est rapidement retourné contre eux car le bâtiment était aussi la résidence de Carmilla, quelque chose qu'elle ne tolérerait pas d'être détruit. Dès que Linga et sa meute ont vu la reine des spectres, Carmilla, la peur les a saisis, sachant qu'un spectre était parmi eux, un ennemi qu'ils ne pourraient jamais vaincre. Carmilla, furieuse de leur intrusion, était prête à les vider de leur force vitale, mais Zenos est intervenu, l'exhortant à se calmer. Il a expliqué qu'il ne voulait pas que quelqu'un meure dans sa clinique, en notant qu'aucun des attaquants n'avait même atteint le 2e étage. Tant que Linga et ses hommes acceptaient de réparer les dégâts, il promettait de laisser tomber. Voyant que la reine des spectres l'avait écouté, Linga commença immédiatement à implorer le pardon. Puis, le lendemain matin, un orc fit irruption dans la clinique comme s'il était chez lui, disant que Lowe, le grand patron des orques, voulait parler à Zenos. Au même moment, Zenos s'attendait à cela, surtout qu'il avait déjà traité avec 2 autres chefs de bidonville. Lo était la patronne des orques et des ogres, et elle avait amassé une tonne d'argent en extrayant des pierres de mana par la force brute, ce qui faisait d'elle une sacrée pointure dans le coin. Au moins, après s'être occupé d'elle, plus personne n'oserait causer des problèmes autour de sa boutique. Alors, il s'est dit qu'il pourrait tout aussi bien s'en occuper maintenant. Mais avant de partir, Zenos demanda à l'orc si Lo était du genre raisonnable. L'orc lui assura que Lo était de loin la personne la plus sage et la plus respectable qu'il rencontrerait jamais. Entendre cela rassura Zenos, bien que cela le laissa curieux de savoir pourquoi Lo n'était pas venue elle-même. L'orc expliqua qu'en ce moment, elle ne pouvait pas vraiment bouger. Cela semblait assez sérieux, ce qui poussa Zenos à se dépêcher de rencontrer son nouveau patient. L'orc le guida dans une grotte et le présenta à Lo. Elle était contente de le voir enfin en personne. Mais avant de faire quoi que ce soit d'autre, Zenos a demandé comment elle avait entendu parler de lui. Lo a expliqué que les hommes lézards et les loups-garous n'arrêtaient pas de parler d'un guérisseur super secret dont ils n'étaient certainement pas censés parler. Cela a pratiquement ruiné tout l'aspect clandestin d'être un guérisseur clandestin. Mais Zenos devrait régler ça plus tard. D'après ce que Lo avait entendu, Zenos pouvait soigner n'importe qui pour un prix raisonnable, peu importe la gravité de la blessure. Et elle voulait voir s'il était vraiment à la hauteur de sa réputation.
Alors que Zénos s'approchait d'elle et levait la main, Law se demanda à haute voix ce qu'il faisait exactement. Zénos expliqua calmement que, puisqu'il ne voyait aucune blessure externe, il la scannait pour détecter des dommages internes. Law fut impressionné, notant que la plupart des guérisseurs ne pouvaient pas faire quelque chose comme ça. Zénos, cependant, considérait cela comme du bon sens de base. Il n'était pas vraiment utile de traiter quelqu'un sans savoir ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Une fois que Zénos eut fini de la scanner, il remarqua une masse à l'intérieur de l'estomac de Law, et comme il sentait du mana en émaner, il supposa qu'il s'agissait d'une pierre de mana. Law confirma qu'il avait raison et dit que cette pierre était spécifiquement enchantée avec de la magie explosive, ce qui signifiait que si elle bougeait même légèrement, elle exploserait probablement. Zénos a demandé si quelqu'un avait essayé de l'assassiner en glissant la pierre dans sa nourriture, mais Law a insisté sur le fait que rien d'aussi dramatique ne s'était produit. Elle avait simplement eu faim, pris la pierre de mana pour une boule de riz et l'avait avalée entière, mais Zénos ne voyait aucune raison de paniquer, notant avec désinvolture que tôt ou tard, une pierre de mana trouverait toujours son propre chemin pour sortir. Zénos se prépare à partir, mais Law l'arrête, disant que ce n'est pas si simple. Il s'avère que lorsqu'elle a avalé cette pierre de mana, elle l'a un peu mâchée, ce qui signifie qu'il ne reste pas beaucoup de temps avant qu'elle n'explose. Elle a à peu près accepté que son erreur va lui coûter la vie. Sa seule inquiétude est que ses gars refusent de la quitter. Zénos se demande à voix haute ce que Law attend exactement de lui. Alors elle explique qu'elle voulait juste qu'il soit là pour lui remettre sa fortune. Une fois qu'elle explose, ce sera la fin de tout l'empire orc qu'elle a construit. Alors, elle préfère donner tout cet argent à quelqu'un qui l'utilisera correctement, plutôt que de le laisser finir entre de mauvaises mains. En enquêtant sur Zénos, Loa a découvert que même s'il facture très cher pour soigner, il a une règle de soigner les enfants gratuitement. Elle lui lance une clé, disant qu'il peut l'utiliser pour accéder à son trésor après son départ. Mais Zénos n'a jamais accepté de la laisser partir comme ça. Étant donné qu'elle n'a pas encore explosé, elle a dû avaler la pierre assez récemment. Sans hésitation, il invoque son scalpel et s'avance directement. Sans un mot, Zénos commence à inciser l'abdomen de Loa, ce qui fait paniquer son équipage au début, jusqu'à ce qu'il brandisse soudainement la pierre de mana explosive. En quelques secondes à peine, il a réussi à l'ouvrir, à retirer la pierre et à la recoudre, éliminant complètement le risque. Mais la pierre de mana est toujours prête à exploser à tout moment. Alors, pour la sécurité de tous, Zénos la serre fermement dans ses mains jusqu'à ce qu'elle détonne. L'explosion est assez puissante pour raser une ville entière, mais Zénos se protège en lançant une magie défensive autour de ses mains. Il va bien, même si honnêtement ça a fait un mal de chien. Il renvoie la clé à Loa, lui disant qu'elle n'a plus besoin de s'inquiéter de donner sa richesse. Loa essayait encore de comprendre le fait que Zénos avait vraiment choisi de sauver sa vie au lieu de prendre l'argent. Mais il hausse les épaules, lui disant qu'il ne s'attend qu'à une compensation équitable pour la guérison. Une fortune entière aurait été exagérée. Loa décide à ce moment-là qu'elle aime vraiment Zénos, lui promettant que s'il a besoin de renfort, il n'a qu'à le dire et elle mettra tout ce qu'elle a derrière lui. Elle propose même que son équipe garde sa clinique. Mais Zénos pense qu'il est plus sage de garder ses distances. Avoir les hommes de Loa dans les parages est une recette garantie pour les ennuis. Quelques jours passent et Lily traîne à l'accueil parce que dernièrement, Zofia, Linga et Loa traînent beaucoup plus que d'habitude à la clinique. En y réfléchissant, Zénos se rend compte qu'elles apparaissent constamment, même si aucune d'elles ne semble blessée. Il se dit qu'elles s'ennuient probablement, mais Carmilla lui dit carrément qu'il est évident que ces femmes ont un faible pour lui. Zénos n'arrive pas à comprendre pourquoi elle tomberait amoureuse d'un guérisseur clandestin ordinaire comme lui, mais Carmilla insiste sur le fait qu'elle sait exactement de quoi elle parle. Lily s'inquiète qu'une d'entre elles puisse commencer à sortir avec Zénos et monopoliser toute son attention, mais Zénos la rassure rapidement en lui disant qu'il ne sortirait jamais avec ces bizarres de toute façon. Pourtant, Carmilla pense que ce n'est qu'une question de temps avant que ces trois-là ne se lancent dans une bataille royale pour voir qui obtiendra Zénos pour elle seule. Zénos doute que les choses puissent jamais aller aussi loin, mais littéralement le lendemain, Zofia entre avec un panier de fruits, mentionnant en passant qu'elle est sur le point de déclarer la guerre aux autres factions pour une raison vague. Juste après elle, Linga et Loa font exactement la même chose. Peu importe à quel point Zénos proteste bruyamment, aucun d'eux n'écoute. Carmilla trouve cela hilarant, blâmant en plaisantant le charme irrésistible de Zénos pour tout le carnage qui va se produire. Mais Zénos n'est vraiment pas d'accord avec la façon dont elle le formule. La grande confrontation est prévue pour midi aujourd'hui et Zénos ne peut pas les laisser s'entretuer à cause de lui. Il doit intervenir et faire quelque chose rapidement. Au stade, les trois filles et leurs équipes sont déjà prêtes à commencer un massacre total. Juste avant que le carnage ne commence, Zénos arrive soudainement. Tout le monde se tourne pour entendre ce qu'il a à dire, mais Zénos les surprend tous en annonçant qu'il n'est pas là pour arrêter le combat. Puisqu'ils ont clairement de vieilles rancunes les uns contre les autres, il leur dit de se battre jusqu'à ce que tout le monde soit satisfait. Avec le feu vert de Zénos, les filles acceptent toutes de se donner à fond. Celle qui reste debout à la fin pourra réclamer le bâton de Zénos comme grand prix.
Zenos ne se souvient certainement pas d'avoir accepté cette dernière partie, mais avant qu'il ne puisse s'y opposer, le chaos est déjà en cours. Zofia se lance la première, visant ses dagues sur le cou de Linga, mais Linga esquive rapidement, se dérobant juste à temps. Juste à ce moment-là, Loa saute pour donner un coup de pied volant à Zofia, mais Zofia esquive et un groupe de passants se fait écraser à la place. Zofia et Linga s'affrontent à nouveau, mais avant qu'elles ne puissent porter des coups solides, Loa descend d'en haut, les écrasant presque toutes les deux. L'impact envoie Zofia rouler dans la section des orques de l'arène, ce qui la pousse à attaquer immédiatement les orques. Et bientôt, les trois camps s'affrontent les uns contre les autres. C'est un carnage total là-bas, avec des gens qui se font découper de tous côtés, mais d'une manière ou d'une autre, même après avoir combattu sans arrêt pendant 6 heures, personne n'est encore mort. Soudain, Zofia remarque que les blessures sur ses bras se referment magiquement, et Zenos mentionne nonchalamment qu'il est derrière tout ça depuis le début. Il a accepté de les laisser avoir leur duel dramatique, mais il n'était certainement pas prêt à laisser quelqu'un mourir, surtout puisqu'ils sont encore techniquement ses patients. Zofia se sent assez bête de ne pas avoir remarqué le tour de Zenos plus tôt, mais pour être juste, aucun d'eux n'avait jamais imaginé qu'un guérisseur pourrait traiter autant de blessures là à la fois, surtout de manière continue pendant plus de 6 heures d'affilée. Ils comprennent enfin. À ce rythme, le combat ne finira jamais, ce qui est exactement ce que Zenos voulait qu'ils réalisent. À moins qu'ils n'apprennent à se détendre et à s'entendre, ils n'auront jamais de paix. Mais bon, s'ils sont vraiment déterminés à continuer cette absurdité, il continuera simplement à les soigner sans fin. Et oui, il leur facturera chaque minute. Maintenant un peu embarrassées, les filles comprennent enfin à quel point il était ridicule de déclencher une guerre pour presque rien. Elles s'accordent rapidement à mettre leur rancune de côté et à repartir de zéro. Bien sûr, elles se disputeront toujours à propos de Zenos, mais cette fois, elles ont promis de garder les choses strictement non létales. En même temps, Lily demande à Zenos pourquoi il s'est donné tant de mal. Zenos se souvient de quelque chose que son professeur lui a dit un jour. Un guérisseur qui ne peut que panser les plaies est de 3e ordre. Quelqu'un qui peut restaurer tout le corps est de 2e ordre. Mais un guérisseur de 1er ordre rend réellement le monde autour de lui meilleur. Zenos doute d'avoir ce qu'il faut pour être un guérisseur de 1er ordre, mais il veut quand même essayer d'améliorer un peu les taudis. De plus, s'il laissait tout le monde s'entretuer, il n'aurait plus de patients à soigner, ce qui ne serait pas vraiment bon pour les affaires. Ou du moins, c'est ce qu'il prétend, mais Lily voit clair en lui. Elle sait qu'il fait semblant d'être détaché pour cacher à quel point il se soucie vraiment. Après tout, si les demi-humains arrêtent de se battre entre eux et commencent à s'entendre, le nombre de patients de sa clinique chuterait énormément, et pourtant il les a aidés quand même. C'est exactement pour cela que Lily aime tant Zenos, et elle le lui dit en face. Mais bien sûr, Zenos ne comprend pas vraiment ce qu'elle veut dire. Quoi qu'il en soit, il commence à se faire tard, alors Zenos décide de partir, de récupérer son paiement et de conclure sa journée. Lily est surprise. Elle pensait qu'il plaisantait plutôt en leur facturant tous les soins qu'il a prodigués pendant le combat. Mais non, Zenos est très sérieux. Soigner autant de personnes pendant des heures est épuisant, donc évidemment, il s'attend à être payé. Dans la capitale, le commandant des chevaliers royaux discute un peu avec son vice-commandant Krishna. Krishna demande s'il se passe quelque chose, et le commandant mentionne qu'il a entendu une rumeur étrange. La guerre entre les demi-humains s'est soudainement arrêtée. Krishna est choqué, ils se battent pour les bidonvilles depuis des années, donc c'est difficile de croire qu'il déciderait soudainement de faire la paix maintenant. Honnêtement, le commandant n'y croit pas non plus. Mais si la rumeur se vérifie, il devra intervenir. Le royaume est resté stable avec les royaux et la noblesse au sommet parce que les pauvres, traités injustement, sont généralement trop occupés à se battre entre eux pour menacer le statu quo. Si jamais ils commencent à coopérer, ils pourraient s'unir et exiger des choses comme la couverture santé universelle, et évidemment, personne en haut ne veut ça. La rumeur dit qu'un individu est responsable d'avoir apporté la paix aux demi-humains, alors le commandant assigne Krishna pour gérer la situation personnellement. Krishna comprend clairement et promet qu'elle traquera cet individu dangereux et l'arrêtera immédiatement pour le terrible crime de promouvoir la paix. À la clinique de Zenos, il éternue parce que des gens parlent de lui. Dès que cela se produit, tout le monde commence à paniquer, pensant qu'il va attraper quelque chose de méchant. Linga intervient et dit qu'il peut utiliser sa queue s'il a besoin de quelque chose de chaud et doux. Puis Lolol, avec un sourire en coin, dit qu'elle a un endroit encore plus chaud s'il a froid au visage. Zenos ne bronche même pas, il leur dit que ce n'est qu'un éternuement et qu'il doit encore soigner Zofia, alors il ferait en mieux de se détendre jusqu'à ce qu'il ait fini. Une fois son bras guéri, Zofia le remercie, mais cela fait un moment qu'elle n'a pas eu besoin de son aide, alors Zenos demande ce qui s'est passé cette fois. Elle lui dit qu'elle s'est blessée en faisant un coup la nuit dernière. Il s'avère que Zofia vole des nobles corrompus et redistribue les biens aux gens qui en ont besoin. Mais lors d'un cambriolage hier, elle est tombée sur le vice-commandant des chevaliers royaux, un électron libre nommé Krishna. Cette femme ne pose pas de questions, elle débarque avec des pistolets magiques et tire d'abord.
Carmilla a un mauvais pressentiment à ce sujet. Si Zofia est tombée sur Krishna et que Krishna entend parler de Zenos, les choses pourraient devenir compliquées. Mais Zenos n'est pas trop inquiet. Il pense que quelqu'un d'aussi haut placé ne perdrait pas de temps à s'inquiéter d'un guérisseur clandestin dans les bas quartiers. Pendant ce temps, Krishna est déjà dans les bas quartiers à la recherche d'informations. Elle remarque que les demi-humains ne se battent non plus, ce qui lui semble suspect, alors elle accule un homme lézard et exige de savoir qui a réuni les factions. L'homme lézard n'a aucune idée de qui elle aidait, et comme Zenos essaie de rester discret, il fait l'ignorant. Il essaie de s'éloigner, mais Krishna sort son arme et lui dit qu'elle tirera s'il ne parle pas. Il reste ferme et lui dit d'y aller. Il prendrait une balle avant de trahir Zenos. À ce moment-là, Zofia et son frère passent par là. Krishna le regarde et décide que ce n'est pas le moment de se battre. Elle s'échappe rapidement et se retrouve perdue dans le quartier délabré de la ville. Par pur hasard, elle tombe sur la clinique de Zenos et entre pour demander son chemin. Zenos ne la reconnaît pas et dit qu'il est heureux de l'aider à retrouver son chemin. Mais à ce moment-là, Lily sort avec un plateau de thé et dès que Krishna aperçoit ses oreilles d'elfe, elle sort instantanément son arme et tire sur Zenos à la tête. Lily est stupéfaite que Krishna ait tiré une balle dans la tête de Zenos sans prévenir, mais Krishna affirme qu'elle a une raison parfaitement valable. En plus de sa mission actuelle, elle a également été envoyée pour enquêter sur des enlèvements récents dans la région. Comme Zenos est humain et que Lily est une elfe, Krishna a immédiatement supposé que Zenos avait kidnappé Lily, alors elle n'a pas hésité à tirer d'abord. Lily souligne rapidement les failles dans la logique de Krishna et explique que Zenos l'a en quelque sorte adoptée et qu'elle est là parce qu'elle le veut. Krishna commence à réaliser qu'elle a peut-être fait le mauvais choix, surtout maintenant qu'elle voit à quel point Lily est heureuse. Heureusement, les balles qu'elle a utilisées étaient non létales, donc Zenos devrait être inconscient au pire. Mais à sa surprise, Zenos a l'air totalement en forme. Krishna s'excuse de lui avoir tiré dessus et d'avoir tiré des conclusions hâtives, mais elle ne comprend pas comment il a survécu sans une égratignure. Zenos lui dit nonchalamment qu'il a juste utilisé un peu de magie défensive pour bloquer le tir, mais Krishna n'y croit pas. Les sorts défensifs ordinaires ne devraient pas être assez puissants pour arrêter ses balles. Zenos n'a aucune idée de ce qu'elle veut dire, car sa magie défensive lui semble assez standard. Mais Krishna a vu beaucoup de magie de haut niveau pendant ses années en tant que vice-commandante des chevaliers royaux, et elle sait que les boucliers de Zenos sont au niveau d'un grand sorcier. Dès que Krishna mentionne qu'elle est la vice-commandante, Zenos et Lily se tendent instantanément, réalisant que sa présence pourrait leur causer des ennuis. Apparemment, Krishna veut demander à Zenos de l'aider sur quelque chose d'important. Pour éviter tout problème supplémentaire, Zenos accepte de l'écouter, mais avertit secrètement tous ses clients de ne pas se montrer pendant que Krishna était là. Une fois assise, Krishna explique qu'elle est actuellement en mission secrète et qu'elle a besoin de son aide. Zenos essaie de refuser poliment, mais Krishna insiste sur le fait que c'est la responsabilité de chaque citoyen de coopérer avec les ordres des chevaliers. Vu à quel point Krishna semble nerveuse, Zenos craint d'être à nouveau abattu s'il refuse, alors il accepte à contre-cœur d'écouter. Elle explique que sa mission est de retrouver un certain homme et de l'arrêter immédiatement. Elle n'a ni son nom, ni même son apparence, mais ce type est le médiateur qui a mis fin à la guerre entre les différentes factions. Zenos manque de s'étouffer avec son thé lorsqu'il réalise que Krishna est à sa recherche, mais il reprend rapidement son calme et lui demande pourquoi exactement elle poursuit ce médiateur. Krishna explique que les ordres des chevaliers ne peuvent pas laisser quelqu'un qui a l'influence pour arrêter les guerres de factions se promener librement. Elle a récemment essayé d'interroger violemment l'un des locaux, mais malgré toutes ces menaces, il a refusé de dire un mot. À ses yeux, si les habitants des bidonvilles sont prêts à protéger ce médiateur, cela doit signifier qu'il est un dangereux cerveau criminel qui doit être neutralisé. Zenos suggère prudemment que peut-être ce médiateur évite simplement l'attention, et si elle abandonnait l'enquête et le laissait tranquille, il ne causerait probablement aucun problème. Krishna demande immédiatement à Zenos s'il sait qui pourrait être ce médiateur, mais Zenos affirme rapidement qu'il ne faisait que deviner en se basant sur le bon sens. Quoi qu'il en soit, Krishna insiste sur le fait qu'elle ne peut pas simplement ignorer cette personne parce que son commandant lui a donné des ordres directs et que quiconque a assez de pouvoir pour mettre fin au conflit de factions est trop dangereux pour être laissé sans surveillance. Lily prend la parole, disant que Krishna n'a probablement pas besoin de s'inquiéter puisque le médiateur est probablement juste concentré sur le fait de gagner honnêtement sa vie et ne chercherait pas à perturber la nation. Mais la façon dont Lily le décrit donne l'impression qu'elle connaît en fait le médiateur personnellement. Lily panique et commence à insister sur le fait qu'elle ne l'a jamais rencontré non plus. Krishna devient clairement suspicieuse mais pour le moment elle décide de laisser tomber. Il se fait tard. Alors Zenos en profite pour raccompagner Krishna poliment vers la porte. Mais pendant qu'il la guide dehors, elle remarque soudainement le lit dans le coin de la pièce. Krishna trouve étrange que Zenos ait un lit ici, et Zenos ne veut surtout pas admettre qu'il le partage avec Lily parce qu'il y a un spectre à l'étage
Alors il lui dit avec désinvolture que c'est juste un lit de rechange. Krishna saisit immédiatement l'occasion et demande si cela dérangerait Zenos de la laisser utiliser le lit de rechange. Elle a eu du mal à trouver un bon endroit pour s'installer dans les bas-fonds, donc elle apprécierait que Zenos puisse l'héberger jusqu'à la fin de sa mission, et bien sûr, elle paiera pour cela. Zenos sait qu'il n'a aucun moyen de refuser sans éveiller davantage ses soupçons, alors il accepte à contre-cœur, tandis que Carmilla observe toute la situation et trouve cela absolument hilarant. Lily prépare un peu de thé vert pour leur nouvel invité, mais Krishna a du mal avec les boissons chaudes et commence à souffler doucement dessus pour les refroidir. Lily se sent toujours jalouse de cette nouvelle femme qui apparaît et essaie d'attirer l'attention de Zenos loin d'elle, alors elle veut démontrer sa position clairement. Elle saute nonchalamment sur les genoux de Zenos et lui demande gentiment de lui tapoter la tête comme il le fait habituellement. Zenos obéit sans faire d'histoire, bien qu'il soit un peu confus quant à la raison pour laquelle elle a soudainement demandé cela. Carmilla, invisible comme toujours, murmure doucement à son oreille que Lily est évidemment jalouse, surprenant Zenos. Mais Carmilla trouve toute la scène bien trop divertissante pour l'ignorer. Déterminée à ne pas perdre l'affection de Zenos, Lily s'accroche encore plus que d'habitude pour s'assurer que Krishna sache qui commande ici. Mais Krishna s'en moque complètement. Elle est toujours occupée à souffler prudemment sur son thé chaud. Finalement, Lily s'endort, et Zenos l'aborde doucement avant de retourner au salon pour terminer sa conversation précédente avec Krishna. Il commence à expliquer toute la situation, comment il a sauvé Lily d'un groupe de trafiquants d'esclaves, qui faisait apparemment partie d'un réseau de trafic illégal opérant dans la région. Ce détail explique pourquoi Krishna a tiré des conclusions hâtives et a tiré en premier plus tôt. Mais malheureusement, Zenos n'a aucune information utile sur les trafiquants eux-mêmes. Sur une autre note, Krishna a autre chose à demander. Étant donné que Zenos semble être un maître mage qui a perfectionné la magie défensive, elle se demande si un guérisseur qui mettrait autant d'efforts dans son art pourrait éventuellement régénérer un bras entier. Zenos est sur le point de commenter qu'il pensait que faire repousser un bras était probablement quelque chose qu'un bon guérisseur pourrait gérer. Mais Krishna dit rapidement que c'est censé être impossible. Selon elle, seuls les saints ou les meilleurs guérisseurs existants auraient ce genre de pouvoir. Zenos se demande pourquoi Krishna a évoqué cela, alors elle explique qu'elle a récemment combattu Zofia et se souvient avoir gravement endommagé le bras de Zofia. Pourtant, lorsqu'elle a rencontré Zofia hier, son bras semblait parfaitement normal. Krishna est convaincu que cela signifie qu'il y a un guérisseur caché quelque part dans les bidonvilles capable de régénérer des membres perdus. Si tel est le cas, ce guérisseur détient probablement une influence significative parmi les chefs de faction ici. Krishna prévoit de reprendre son enquête dès le matin pour retrouver ce guérisseur néfaste, bien que Zenos ne comprenne pas pourquoi elle supposerait qu'une personne qui guérit les autres serait automatiquement néfaste. En fait, Krishna semble avoir une opinion assez négative sur l'ensemble du bidonville, alors Zenos demande nonchalamment s'il y a une raison spécifique derrière cela. Krishna admet qu'elle pourrait être biaisée, mais c'est seulement parce que quelqu'un des bidonvilles a pris la vie de sa mère. La mère de Krishna était bienveillante et voulait vraiment aider autant de personnes que possible. Elle visitait fréquemment les bidonvilles, organisant des événements et fournissant des repas, mais un jour, elle n'est tout simplement pas rentrée à la maison. Selon des témoins, la mère de Krishna a été attaquée et tuée par quelqu'un qui voulait voler son alliance. Krishna a été dévasté en apprenant que sa mère avait sauvé d'innombrables personnes de la famine, mais que personne n'était intervenu pour la sauver quand elle avait besoin d'aide. C'est pourquoi Krishna a décidé de rejoindre les chevaliers et de devenir une héroïne inarrêtable, déterminée à rendre justice aux criminels des bidonvilles. Le lendemain, Krishna part tôt pour continuer son enquête, permettant à Zenos de reprendre enfin la guérison de ses patients. Peu après, Zofia entre avec une petite blessure au bras, demandant à Zenos s'il pouvait y jeter un coup d'œil. Zenos commence à la soigner, mais avertit Zofia de rester prudente, car on ne sait jamais quand Krishna pourrait revenir. Comme par hasard, Krishna réapparaît, affirmant qu'elle s'est perdue et a besoin de direction pour sortir. Dès que Krishna aperçoit Zofia, elle dégaine immédiatement ses pistolets, ce qui pousse Zofia à sortir ses couteaux en réponse. Ils s'affrontent brièvement avant que Krishna ne demande à Zofia s'il y a vraiment un guérisseur maléfique unissant des criminels pour menacer des innocents. Zofia admet qu'il y a bien un guérisseur dans les bas-fonds, mais qu'il est loin d'être maléfique. Elle sait qu'elle n'est pas exactement une citoyenne modèle elle-même, mais elle peut confirmer qu'il y a des personnes bien pire cachées parmi la noblesse. Par exemple, Zofia mentionne que Krishna enquête sur le réseau de trafic. Et après avoir mené sa propre enquête, elle a découvert que le cerveau derrière tout ça est en fait un aristocrate. Krishna a du mal à y croire au début parce que le réseau de trafic opère dans les bidonvilles, mais Zofia explique que c'est juste une astuce ingénieuse pour tromper les chevaliers. Krishna reste sceptique, mais elle veut que Zofia lui donne le nom de la personne derrière tous les enlèvements.
Zofia déclare calmement que c'est un homme nommé Calendor. Krishna a du mal à croire cette accusation, étant donné que Calendor est bien connu comme un philanthrope généreux qui éduque fièrement les orphelins, pas comme quelqu'un qui vendrait des enfants en esclavage. Zofia hausse les épaules, disant qu'elle ne s'attendait pas de toute façon à ce que Krishna lui fasse confiance, puisque Krishna voit tout le monde des bas-fonds comme des criminels. Mais le médiateur n'est pas du tout comme ça. Il traite tout le monde équitablement et leur offre toujours une seconde chance, typique de Krishna avec son idée naïve de la justice. Furieuse que Zofia se moque de son sens du bien et du mal, Krishna s'apprête immédiatement à appuyer sur la gâchette, mais Zenos se place devant elle, lui demandant fermement de baisser son arme. Krishna le presse de s'écarter, mais Zenos refuse, insistant sur le fait que Zofia est sa patiente et qu'il ne laissera personne lui faire du mal. Il s'excuse de ne pas l'avoir mentionné plus tôt, mais admet finalement qu'il est le médiateur que Krishna recherchait. Krishna pense que Zenos essaie juste de protéger Zofia en inventant un mensonge, car il n'y a aucune chance qu'il puisse réellement être le médiateur guérisseur. Après tout, il a déjà montré sa maîtrise de la magie défensive, donc il ne peut pas être un expert guérisseur aussi. Zenos répond calmement qu'il ne se considérerait pas exactement comme un maître, mais qu'il est assez habile en guérison et en défense, puisque les deux styles nécessitent simplement d'amplifier les processus naturels du corps. Cette explication n'a aucun sens pour Krishna, et elle ne croit toujours pas que Zenos puisse vraiment être le guérisseur. Il est évident pour elle qu'il prend le parti de Zofia, mais par respect pour l'hospitalité qu'il a montrée hier, Krishna décide de partir paisiblement. Alors qu'elle sort, Lily remarque que Krishna se dirige directement vers le quartier où vivent les aristocrates, ce qui pousse Zenos à réaliser soudainement exactement où elle va. Krishna a pris l'accusation de Zofia concernant Calendor au sérieux, donc elle se dirige probablement vers son manoir pour l'interroger personnellement. Évidemment, elle ne peut pas accuser ouvertement Calendor de diriger le réseau de trafic d'enfants. Alors, Krishna invente une histoire pour justifier sa visite. Elle informe Calendor qu'il y a eu une récente augmentation des vols dans sa région. Calendor est d'accord, mentionnant qu'il a eu quelques problèmes avec le gang des Lizardmen dernièrement. Krishna lui dit qu'elle prévoit d'augmenter les patrouilles à proximité, mais qu'elle aimerait d'abord inspecter son manoir pour avoir une idée de ses mesures de sécurité actuelles. Calendor comprend parfaitement sa préoccupation et propose volontiers de lui faire visiter l'ensemble de son domaine. Krishna reçoit une visite détaillée et ensuite Calendor lui demande son avis sur son système de sécurité. Elle le félicite pour sa minutie, mais quelque chose d'inhabituel a attiré son attention pendant la visite. Elle demande à Calendor si elle peut brièvement utiliser les toilettes avant de partir et il accepte sans méfiance, permettant à Krishna de quitter son bureau. Bien qu'il soit logique pour un aristocrate de haut rang comme Calendor d'avoir une sécurité renforcée, Krishna trouve étrange qu'il ait mis tant d'efforts à sécuriser l'arrière-cour de son manoir. Sentant qu'il y a quelque chose de caché là-bas, elle examine attentivement le mur et repère rapidement une entrée dissimulée. Krishna se glisse discrètement dans le tunnel et, quelques instants plus tard, elle est confrontée à l'horrible réalité que Zofia disait la vérité. Il s'avère que Calendor est en fait le cerveau derrière les enlèvements. Mais avant que Krishna ne puisse aider les enfants piégés, il s'approche furtivement derrière elle, attrape les armes qu'elle a laissées à l'étage et lui arrache le bras. Il dit à Krishna qu'elle n'aurait pas dû mettre son nez là où il ne fallait pas. Maintenant, il doit juste en finir rapidement avec elle et retourner à son opération de trafic. Mais avant qu'il n'en ait l'occasion, Zofia et Zenos arrivent juste à temps. Quand Zenos a réalisé que Krishna s'était dirigé droit vers le danger, il a demandé à Zofia de lui montrer le chemin le plus rapide pour arriver ici. Calendor ne laissera aucun témoin partir vivant, alors il passe l'arme de Krishna en mode létal et tire directement au visage de Zenos. Mais à sa grande surprise, Zenos va parfaitement bien, même si le tir mortel a certainement piqué un peu. Pris de panique, Calendor essaie de fuir, mais il laisse tomber l'arme. Zenos la ramasse rapidement, laissant Calendor supplier pour sa vie. Heureusement pour Calendor, Zenos a une règle stricte contre le meurtre, mais cela ne signifie pas qu'il ne le fera pas souffrir un peu. Alors, il passe l'arme en mode non létal et tire sur Calendor en pleine tête. Avec Calendor assommé, Zenos se précipite pour vérifier Krishna, qui insiste sur le fait qu'il est déjà trop tard pour elle. Son bras est manquant et un morceau de son estomac est parti et elle a déjà accepté la mort. Mais Zenos la rassure calmement qu'elle ira bien qu'il lui facture certainement un supplément pour ce traitement. Quelques minutes plus tard, Krishna est de nouveau entière, stupéfaite que Zenos ait pu guérir complètement des blessures aussi graves en quelques instants. Elle réalise maintenant qu'il disait la vérité sur le fait d'être le médiateur, mais elle n'a plus l'intention de l'arrêter. Pour elle, c'est lui le véritable héros ici, mais Zenos ne se voit pas du tout comme un héros. Il est juste un guérisseur qui a gardé tout le monde en vie. Si quelqu'un mérite le titre de héros, c'est Krishna, puisqu'elle a été la première à agir réellement pour sauver ses enfants. Bien sûr, elle peut parfois être un peu égarée, mais au fond, elle veut vraiment rendre le monde meilleur.
Zofia et les hommes lézards commencent à libérer les enfants du donjon. Mais comme les chevaliers royaux arriveront bientôt, Zenos préfère ne pas rester pour s'occuper d'eux. Il rassemble rapidement tout le monde et se prépare à partir. Avant qu'il ne puisse partir, Krishna se précipite et demande pourquoi il a choisi de la sauver, même s'ils étaient ennemis il y a quelques instants. Zenos la regarde calmement, hausse les épaules et lui dit qu'il s'assure simplement qu'elle paie sa facture. Après tout, elle lui doit encore pour la nuit dernière passer dans sa clinique, plus le supplément pour la guérison d'urgence d'aujourd'hui, et il s'attend à un paiement complet d'ici la fin de la semaine. À l'époque où Zenos était encore un enfant, il n'était qu'un autre orphelin fauché luttant jour après jour pour survivre dans les bas-fonds, passant la plupart de son temps seul dans une ruelle. Un après-midi, Aston errait dans les bidonvilles, évaluant les enfants pour voir qui pourrait faire un bon bouclier de chair. Jusqu'à présent, il est déçu car aucun d'eux ne semble pouvoir durer assez longtemps. Puis Aston remarque Zenos assis seul et se dit qu'il fera l'affaire. Il s'approche tranquillement parlant d'un ton faussement amical, disant à Zenos qu'il est fauché, affamé et sans emploi, alors autant le rejoindre pour quelques aventures. Zenos, ne percevant pas la malice cachée derrière les mots d'Aston, pense en fait qu'il pourrait être un type bien. Pourtant, il hésite parce que les gens des bidonvilles n'ont généralement pas la chance de devenir aventuriers. Aston balaie cela d'un revers de main, disant à Zenos que tant qu'il a une compétence quelconque, tout est possible. Il demande à Zenos s'il y a quelque chose dans lequel il est bon. Zenos mentionne qu'il connaît un peu de magie de guérison, mais Aston en doute immédiatement. Après tout, apprendre des sorts de guérison prend généralement des années à l'Académie Royale, donc il n'y a aucune chance qu'un orphelin quelconque l'ait appris tout seul. Mais magie de guérison ou non, Aston s'en moque. Il prévoit d'utiliser Zenos principalement comme distraction si les choses tournent mal. Une fois que Zenos accepte, Aston l'emmène rapidement dans les bois. Là-bas, les deux affrontent un monstre loup et Aston se blesse pendant le combat. Sans réfléchir à deux fois, Zenos le guérit instantanément. Puis, quand Aston charge à nouveau le loup, Zenos augmente sa vitesse avec un autre sort de guérison, aidant Aston à trancher la tête du loup d'un coup net. Mais Aston ne se rend compte de rien, il ne remarque même pas ses blessures se guérir, ni sa soudaine augmentation de vitesse. Au lieu de cela, il pense que Zenos est complètement inutile. Après quelques années comme ça, Aston finit par expulser Zenos du groupe. Nous savons comment Zenos s'en est sorti depuis, mais le groupe d'Aston n'a pas eu la même chance. Juste après avoir expulsé Zenos, Aston et son équipe se dirigent vers une grotte pour leur prochaine mission. Ce travail est important car ils prévoient de l'utiliser pour gagner la faveur des nobles du royaume. Le seul problème est qu'ils détestent tous faire le travail réel. Yuma râle, disant que plus vite ils finissent, plus vite ils peuvent retourner à l'auberge et noyer leurs soucis dans l'alcool. Andreas est excité parce que les filles se jettent toujours sur eux une fois qu'ils mentionnent qu'ils sont membres du Golden Phoenix Party. Leur réputation est inégalée quand il s'agit d'abattre des monstres et de terminer des missions sans une égratignure. Juste au moment où il parle, les monstres qu'il chasse apparaissent enfin, alors Aston tire rapidement son épée, prêt à agir. Il dit à Gil de lancer un sort de défense sur lui alors qu'il fonce. Gil suit parfaitement le plan, mais Aston finit quand même par se brûler le bras dans le combat. Pendant ce temps, Yuma se fait complètement démolir par l'un des loups sur le côté, donc il ne va clairement pas être d'une grande aide aujourd'hui. Aston crie à Andes, le pressant de se dépêcher de lancer un sort d'attaque, mais Andes prend une éternité juste à réciter l'incantation. Avant même qu'il ne termine, une boule de feu le frappe. Aston est stupéfait, se demandant si son équipe a toujours été aussi inutile. Il est évident qu'il perd dans ce combat, alors il appelle rapidement tout le monde à se replier. Une fois en sécurité à l'extérieur, Aston exige de savoir pourquoi son équipe a du mal contre des monstres qui sont à peine de rambée. Andes réplique en soulignant qu'Aston n'a pas vraiment bien performé non plus. Guile évoque la possibilité que Zenos disait peut-être la vérité sur le fait de les guérir, mais Aston rejette immédiatement cette idée. Dans son esprit, il n'y a aucune chance qu'un gamin de bas quartier puisse maîtriser la magie de guérison. Pourtant, Aston pense que peut-être engager un guérisseur pourrait aider, juste par précaution. Quelques jours plus tard, ils sont de retour à la grotte avec une guérisseuse nommée Umine. Mais dès le début, Umine avertit Aston qu'elle n'est pas faite pour la guérison sur le champ de bataille. D'habitude, elle soigne les gens dans la capitale, mais comme elle a une licence d'aventurière, elle a accepté de venir. Umine est curieuse de savoir pourquoi le Phénix d'Or aurait soudainement besoin d'un guérisseur alors qu'ils sont célèbres pour ne jamais se blesser. Aston l'envoie promener grossièrement, disant que cela ne la regarde pas. Guile demande à Umine si Yuma ira bien, étant donné à quel point il a été blessé par les loups la dernière fois. Umine dit qu'elle l'a soigné personnellement, donc il survivra certainement. Mais ses blessures étaient si graves qu'il ne pourra plus jamais partir à l'aventure. On pourrait penser qu'Aston montrerait un peu de sympathie pour un coéquipier définitivement hors service, mais au lieu de cela, il dit froidement que Yuma ne valait pas grand chose de toute façon, et passe à autre chose comme si de rien n'était. Quant à la raison pour laquelle cette mission est si importante, il s'avère qu'un noble nommé Lord Fennel veut une écharpe faite à partir d'un renard de feu comme cadeau pour sa fille. Si livrer cette écharpe permet à Aston de gagner la faveur du seigneur, alors pour lui,
Risquer sa vie en vaut totalement la peine. À peine 2 secondes passent avant que le grand plan d'Aston ne s'effondre complètement lorsque les loups lancent une attaque surprise. Aston se lance instantanément dans l'action, criant à Guile de lancer une magie défensive sur tout le monde. Mais quand Aston se précipite, il n'arrive même pas à porter un seul coup aux loups. Les loups ripostent avec 4 boules de feu. Aston parvient à en dévier 3, mais la 4e frappe directement le ventre d'Andès, le faisant tomber instantanément. Aston continue de frapper désespérément les loups sans succès, jusqu'à ce qu'Umine crie qu'ils doivent se retirer maintenant parce qu'Andès est grièvement blessé. Aston n'arrive pas à croire que son équipe s'effondre encore une fois. Dès qu'ils sortent, il se tourne furieusement vers Guile, exigeant de savoir pourquoi il n'a pas protégé Andès correctement. Mais Umine intervient, disant à Aston que la magie défensive de Guile a en fait parfaitement fonctionné. Sans cette barrière, Andès serait mort sur le coup de la boule de feu. Frustré, Aston dit à Umine de se dépêcher de soigner Andès. Mais elle secoue la tête et dit que c'est impossible. Seuls des guérisseurs d'élite ou des saints pourraient gérer des blessures aussi graves sans préparation spéciale. À moins qu'il n'emmène Andès à l'hôpital immédiatement, il ne s'en sortira pas. Plus tard, Aston rencontre le serviteur de Lord Fennel qui l'informe sans détour que Lord Fennel est profondément déçu. Aston supplie pour une autre chance, convaincu qu'il peut obtenir la fourrure de renard s'il essaie encore une fois. Mais le serviteur lui rappelle froidement qu'il est déjà trop tard. L'anniversaire de la fille de Lord Fennel est passé, rendant le cadeau inutile maintenant. Le serviteur explique que la raison pour laquelle Lord Fennel est en colère n'est pas seulement parce que le groupe d'Aston a échoué, c'est parce qu'Aston lui a assuré à plusieurs reprises qu'il réussirait, même quand il était évident qu'il ne le pouvait pas. Si Aston avait simplement admis dès le début que la mission était impossible, Lord Fennel l'aurait accepté et aurait trouvé un autre cadeau pour sa fille. Mais Aston n'a cessé de promettre qu'il pouvait le faire. Pendant un moment, Aston essaie de rejeter toute la faute sur Zenos, mais il se rend compte qu'il n'a jamais officiellement enregistré Zenos comme membre du groupe Golden Phoenix. Donc légalement, Zenos n'était même pas là et Aston ne peut pas lui rejeter la faute. Sans excuse restante, Aston baisse la tête de honte et s'excuse pour tous les problèmes qu'il a causés. Cela le brûle à l'intérieur de s'incliner devant un serviteur comme ça, mais il jure qu'il se rattrapera d'une manière ou d'une autre. Le serviteur de Lord Fennel se contente de ricaner, se demandant à voix haute comment Aston compte faire cela alors que la moitié de son équipe est pratiquement morte. Aston promet avec assurance qu'il trouvera de nouveaux membres pour reconstruire l'équipe. Et la prochaine fois que Lord Fennel aura besoin de quelque chose, Golden Phoenix livrera. Le serviteur de Lord Fennel finit par partir, mais Guile n'est pas sûr des promesses audacieuses d'Aston. Ils n'ont aucune perspective de recruter de nouveaux aventuriers qualifiés, et il est impossible que les deux seuls puissent gérer des quêtes sérieuses. Aston écarte ses préoccupations, affirmant qu'il a tout sous contrôle. Certes, il ne pense toujours pas que Zenos vaille grand chose, mais même lui ne peut nier que les choses se sont déroulées plus facilement avec lui. Alors Aston décide qu'ils vont simplement ramener Zenos dans le groupe. Il est convaincu que Zenos doit être désespéré de rejoindre Golden Phoenix malgré la façon dont il l'a maltraité. Le lendemain, Aston et Guile se rendent dans les bas-fonds à la recherche de Zenos, mais ils n'ont aucune idée d'où commencer à chercher. Alors Aston a une idée lumineuse. Il va simplement engager les 3 chefs de faction des bas-fonds pour retrouver Zenos pour lui. Il se dit qu'ils feront n'importe quoi pour de l'argent. Un peu plus tard, Aston paie un homme lézard pour le guider jusqu'à Zofia, l'une des chefs de faction. Aston lui dit directement qu'il a une offre d'emploi. Zofia n'est pas vraiment intéressée car cela empiète sur ses heures de clinique, mais elle écoute puisqu'il est un client payant. Aston se présente comme le chef de Golden Phoenix et dit qu'il cherche un gars nommé Zenos, qui aurait dû apparaître dans les bas-fonds il y a environ 2 mois. Zofia n'en croit pas ses oreilles. Zenos lui a déjà tout raconté sur la façon dont Aston l'a expulsé de Golden Phoenix. Elle pensait que c'était déjà assez stupide, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'Aston serait assez idiot pour revenir en rampant à sa recherche. Elle dit franchement à Aston de dégager, Zenos a bien mieux à faire que de s'occuper de quelqu'un comme lui. Honnêtement, rien que de regarder Aston la rend malade. Aston se sent humilié et envisage de l'attaquer un instant, mais réalise rapidement qu'il se ferait écraser, alors il recule prudemment. Puisque Zofia ne veut pas aider, Aston tente sa chance avec la faction de Linga à la place. Mais dès que Linga comprend qui est Aston, elle lui dit immédiatement de partir. Aston est stupéfait d'apprendre que Linga est aussi amie avec Zenos, et au cas où Aston penserait à créer des problèmes, Linga lui rappelle froidement qu'elle pourrait l'écraser comme un cafard avant même qu'il ne cligne des yeux. Ensuite, Aston décide de tenter sa chance avec Loa. Mais tout comme les autres, elle lui dit franchement d'aller se faire voir. Et si elle apprend qu'il a encore embêté Zenos, elle promet personnellement d'écraser son crâne entre ses melons,
Aston et Guile sortent immédiatement de la grotte de Loa. Aston n'arrive pas à comprendre pourquoi tous les chefs de faction se soucient autant de Zenos. Il essaie de se convaincre qu'ils doivent parler d'un autre gars nommé Zenos, car il n'y a aucune chance que le Zenos qu'il connaît puisse être aussi influent. À ce moment précis, Guile aperçoit Zenos marchant tranquillement dans la rue avec Lily. Ils venèrent de finir leur course et s'apprêtaient à rentrer chez eux quand Aston interpelle soudainement Zenos. Zenos se fige un instant, stupéfait de revoir Aston et Guile, mais il n'en est pas ravi. Il décide de simplement les ignorer et de s'éloigner. Aston l'arrête rapidement, annonçant bruyamment qu'il est là pour accueillir Zenos de retour au Golden Phoenix. Mais avant même qu'Aston ne termine sa phrase, Zenos rejette fermement l'offre. Aston est totalement incrédule. Il pensait sincèrement que Zenos sauterait sur l'occasion de rejoindre à nouveau le groupe. Mais Zenos énumère immédiatement toutes les horribles choses qu'Aston lui a fait subir auparavant, du traitement terrible au salaire pathétique. Pour Zenos, il n'y a aucune raison de revenir. Pourtant, il dit à Aston que s'il est vraiment désespéré, il pourrait envisager de les rejoindre occasionnellement, mais les choses ne seront pas comme avant. Zenos refuse de travailler à nouveau pour des miettes. Cette fois, Aston doit payer équitablement. Il fixe le prix à 50 000 pour des soins de base et 1 million complet pour des soins critiques, et ce n'est qu'un début. Aston devrait débourser encore plus pour la magie défensive et les améliorations de Zenos, si Aston n'est pas prêt à payer. Alors, il n'y a plus rien à discuter. Zenos se retourne pour s'éloigner à nouveau. La fierté d'Aston s'enflamme. Enragé que Zenos ose le refuser, il dégaine impulsivement son épée, planifiant de frapper, mais avant même qu'il ne bouge, Krishna le frappe violemment. Elle avance, secouant la tête, rappelant à Aston qu'il est incroyablement stupide d'attaquer ouvertement quelqu'un juste devant un chevalier royal. Krishna était venu ici, à l'origine, juste pour voir Zenos, mais maintenant elle doit arrêter Aston pour tentative d'agression. Aston panique à l'idée de la prison et s'enfuit en courant dans la rue. Après avoir géré tout ce chaos, Zenos et Lily rentrent enfin chez eux. Un peu plus tard, Linga, Zofia et Loa passent voir Zenos. Ils lui disent qu'Aston a essayé d'engager chacun d'eux pour le trouver, même si les trois l'ont refusé instantanément. Zofia s'inquiète qu'Aston ne s'arrête pas là. Si Aston devient assez désespéré, il pourrait essayer de se tourner vers la guilde clandestine illégale et engager un assassin pour se venger de Zenos. Pourtant, engager des assassins n'est pas bon marché, et étant donné qu'Aston est venu ramper dans les bas-fonds, au lieu de simplement recruter de nouveaux membres, il y a de fortes chances qu'il soit fauché de toute façon. Mais même avec cette assurance, Zofia reste préoccupée. Elle mentionne avoir entendu des rumeurs sur un type mystérieux connu sous le nom de Guide qui accepterait des missions d'assassinat gratuitement sous certaines conditions spéciales. Si Aston parvient d'une manière ou d'une autre à convaincre ce type, Zenos pourrait être en réel danger. Plus tard dans la nuit, Zenos a du mal à dormir, stressé d'avoir revu Aston. Carmilla remarque qu'il est encore debout, alors elle descend pour prendre de ses nouvelles, vraiment inquiète. Pendant qu'il parle, Carmilla mentionne ce qu'elle a entendu sur Zenos, apprenant la magie de guérison dans les bas-fonds. Zenos explique qu'il essayait en fait de ramener un cadavre à la vie, et la magie de guérison lui est venue naturellement après cela. Carmilla lui rappelle que la magie de résurrection est strictement interdite, mais Zenos n'en avait honnêtement aucune idée lorsqu'il l'a tenté pour la première fois. Parler de sort interdit rappelle à Carmilla quelque chose de similaire de son vivant. À l'époque de l'ère du Seigneur Démon, des vies artificielles comme les golems étaient créées et fréquemment utilisées dans les guerres, toutes alimentées par une magie noire interdite. Juste à ce moment-là, Zenos entend des bruits forts venant de l'extérieur. Carmilla propose rapidement d'aller voir, et quand elle sort, elle est stupéfaite. Une grande partie des bidonvilles est en flammes, alors qu'un golem géant déchire les rues, provoquant un chaos total. Il s'avère qu'Aston était vraiment assez bas pour engager quelqu'un pour éliminer Zenos, mais il était bien trop fauché pour des assassins réguliers et a fini par être dirigé vers le guide à la place. Le guide a dit qu'il prendrait le travail gratuitement, mais il voulait d'abord entendre toute l'histoire pour voir si cela valait son temps. Après qu'Aston ait tout exposé, le guide a trouvé hilarant à quel point il était égoïste et pathétique. Mais cela semblait assez amusant, et il avait de toute façon envie de tester un nouveau jouet. De retour au présent, Zenos et Carmilla viennent d'arriver en ville, et les dégâts semblent encore pire de près. Linga, Loa et Zofia les rejoignent rapidement, suppliant Zenos de les aider puisque tant de gens ont été blessés pendant le saccage du golem. Zenos demande s'ils ont une idée d'où vient cette chose, mais ils n'en ont aucune idée. Le seul indice qu'ils ont est que le golem est apparu de quelque part au fond des bas-fonds, mais cela n'éclaircit pas vraiment les choses. En entendant que le golem est apparu du fond des bas-fonds, Zenos s'inquiète que la guilde souterraine soit impliquée. Mais pour l'instant, ils n'ont pas le temps de spéculer. Au lieu de cela, il dit à tout le monde de rassembler les blessés et de les amener à un endroit pour qu'ils puissent commencer à les soigner. Une fois qu'il aura terminé de s'occuper de cela, il est déterminé à trouver les responsables et à les faire payer. Pendant ce temps, à une distance sûre, le guide observe le chaos se dérouler et semble assez satisfait de la puissance destructrice du golem, bien qu'il pense que sa vitesse pourrait être améliorée.
C'est quand même plus que suffisant pour gérer le travail qu'il a pris. Il ne sait pas encore grand chose sur Zenos, mais il est certainement impatient de voir comment il réagira lorsque ses amis commenceront à mourir autour de lui. De retour en ville, Linga, Loa et Zofia organisent rapidement leurs troupes, leur donnant pour instruction de trouver tous les habitants blessés et de les amener à Zenos. Une fois que tout le monde est rassemblé, Zenos prépare un sort de guérison, avertissant Carmilla de reculer pour éviter de la bannir accidentellement. Il lance grand soin sur toute la zone, améliorant immédiatement l'état de chacun, et il leur dit de tous évacuer dès qu'ils le peuvent. Ensuite, Zenos se promène pour soigner ceux qui sont restés en dehors de la portée du sort, mais il est vraiment furieux à propos de toute cette affaire. Non seulement il a été traîné dehors en pleine nuit, mais il a dû soigner des centaines de personnes sans aucune garantie de recevoir un sou pour ses ennuis. Il va faire payer cher le maître des golems, mais pour l'instant, il n'a aucune idée d'où se trouve ce type, ni pourquoi il a déclenché tout ce chaos. De retour avec le guide, il est surpris que Zenos ait réussi à guérir chaque personne blessée, car il était certain qu'au moins quelques personnes y passeraient dans tout ce chaos. Rien qu'en regardant Zenos, il est clair qu'il est un guérisseur de premier ordre. Mais peu importe combien de personnes il soigne, ce golem ne cessera de tout détruire tant que quelqu'un ne l'aura pas abattu pour de bon. Zenos vient de finir de soigner tout le monde et la ville est déjà évacuée, mais le golem est toujours déchaîné. Zenos se demande s'il va peut-être simplement se lasser et partir, mais Carmilla écarte rapidement cette idée. Elle lui dit que les golems ne s'arrêtent jamais tant qu'ils n'ont pas terminé la tâche qui leur a été assignée, et celui-ci a clairement pour ordre de raser entièrement les bidonvilles, ce qui signifie qu'il continuera jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Pourtant, les pierres magiques de haute pureté utilisées pour créer les cœurs de golems étaient censées avoir été totalement épuisées pendant la Grande Guerre, donc elle est perplexe quant à la façon dont quelqu'un a pu trouver de tels objets rares maintenant. Zenos espérait enfin pouvoir souffler, mais il ne peut pas laisser cette chose continuer à détruire la ville, alors il doit s'en occuper lui-même avant que les choses ne dégénèrent davantage. Le trio de Totally Spies intervient, proposant de se joindre à lui, et Zenos vérifie s'ils sont vraiment d'accord, car il pourrait ne pas avoir le temps de les soigner si les choses tournent mal. Ils connaissent parfaitement les risques, mais ils veulent quand même aider à protéger leur maison. Zenos apprécie d'avoir du renfort, mais ils auront besoin d'une stratégie, alors il demande à Carmilla comment ils sont censés arrêter un golem. Elle lui dit qu'ils devront détruire la pierre magique qui sert de cœur au golem, sinon il continuera indéfiniment. Zenos est un peu déçu d'entendre ça, car il espérait récupérer le noyau intact et le vendre plus tard pour se faire de l'argent facilement. Mais bon. Il dit à tout le monde de frapper le golem de toute leur force pendant qu'il les couvre. Le trio se précipite immédiatement en avant. Alors qu'ils chargent, Zenos leur lance un sort d'agilité pour les accélérer. Et juste au moment où ils sont sur le point de frapper, il enchaîne avec un boost de force, leur donnant assez de puissance pour briser la jambe du golem. Avec une jambe détruite, le golem s'effondre et s'écrase au sol. Mais la victoire ne dure pas longtemps. Cette pierre magique en son cœur permet au golem de se régénérer indéfiniment, ce qui signifie que ce n'est pas encore fini. Le golem frappe soudainement Lingua, la projetant si fort qu'elle traverse 3 maisons avant de s'arrêter. Dans des circonstances ordinaires, tous les os de son corps se seraient brisés sous l'impact. Mais grâce à la magie de Zenos, elle va parfaitement bien. Cela faisait un moment que Zenos n'avait pas participé à un vrai combat comme celui-ci, donc il est un peu rouillé, mais il retrouve rapidement son rythme. Il doit seulement se souvenir de 2 choses. Premièrement, il ne peut pas s'éloigner trop de l'équipe, sinon ses améliorations commencent à déconner. Deuxièmement, comme les améliorations de vitesse de guérison et de puissance nécessitent chacune leur propre configuration, il ne peut pas les activer toutes en même temps. Il doit les alterner selon ce que la situation exige. Après avoir échangé quelques coups, Zenos remarque que la régénération du golem est instantanée. Cela signifie que s'ils infligent suffisamment de dégâts rapidement, ils peuvent l'immobiliser. Il dit aux filles de briser les 2 jambes du golem en même temps. Et quand ils le font, le golem commence à basculer à nouveau. Mais il y a un problème. Zofia aperçoit soudain un enfant caché dans l'une des maisons, directement sous le golem qui tombe. Zenos ne peut pas lancer de magie défensive à cette distance. Alors il court vers la fille, essayant de la sauver d'être écrasée. Il ne l'atteint pas à temps, et logiquement, l'enfant aurait dû être écrasé. Mais d'une manière ou d'une autre, le golem s'arrête à la dernière seconde pour éviter de la blesser. Carmilla n'arrive pas à comprendre. Car à sa connaissance, les golems ne devraient même pas avoir l'instinct de protéger qui que ce soit. Il doit y avoir quelque chose de différent avec celui-ci, et Zenos le découvre rapidement après l'avoir scanné. Aston est piégé à l'intérieur. Pendant ce temps, le guide est honnêtement impressionné que Zenos ait fait le lien aussi rapidement. Mais cela ne l'aidera pas vraiment de toute façon. Le cristal magique que le guide a utilisé était défectueux, donc il n'a pas pu créer un noyau de golem approprié. Au lieu de cela, il a décidé d'expérimenter en utilisant un humain comme catalyseur, et Aston était le sujet de test parfait. Le guide a trompé Aston et a implanté la pierre magique dans son corps, le fusionnant définitivement avec le golem. Maintenant, le guide est curieux de voir comment Zenos gère ce retournement de situation. Compte tenu de toutes les vies que Zenos vient de sauver, tuer le golem ne sera pas exactement facile pour lui. Zenos prend une profonde inspiration et se tourne vers les autres, leur disant calmement de partir.
Les filles ne comprennent pas totalement pourquoi il les envoie, alors qu'elles sont si près de mettre le golem à terre. Mais quoi que Zenos ait compris, il prévoit clairement de finir cela en solo. Même si elles ne savent pas exactement ce qui se passe, elles font confiance à son jugement et se retirent rapidement pour lui laisser de l'espace. Une fois que tout le monde est parti, Zenos dit à Aston qu'il est enfin temps de régler les choses entre eux pour de bon. Leur relation a commencé quand Aston a sorti Zenos des bas-fonds, mais même à l'époque, il avait toujours des motivations égoïstes derrière cela. Pourtant, à l'instant, il a choisi de protéger cet enfant, et cela rappelle à Zenos quelque chose que Gilles a mentionné il y a quelques temps. L'obsession d'Aston pour l'argent et le pouvoir a commencé après la mort de sa petite sœur, parce qu'il ne pouvait pas se permettre un guérisseur. Depuis, il a poursuivi la richesse à tout prix, et voir cette fille a probablement déclenché le souvenir de sa sœur, le poussant à agir par instinct. Cela n'efface pas toutes les choses horribles qu'Aston a faites, mais cela fait se demander à Zenos s'il reste encore une infime parcelle d'humanité en lui. De toute façon, Aston n'est clairement plus maître de lui-même, ne laissant à Zenos aucun véritable choix. Alors, il sort son scalpel. Aston essaie de l'écraser immédiatement, mais Zenos esquive et transforme rapidement son scalpel en épée, tranchant les deux bras de golem d'Aston. Il saute alors dans les airs et tranche directement à travers la poitrine du golem, exposant le véritable corps d'Aston. Il n'est pas vraiment ravi de faire cela, mais il ne peut pas laisser Aston continuer à semer le chaos. Alors, il donne un coup net à travers la poitrine d'Aston. Depuis sa cachette, le guide est surpris que Zenos ait tué Aston de manière si décisive. Mais d'un autre côté, étant donné à quel point Aston a maltraité Zenos, il se dit que la vengeance a du sens. Mais en réalité, Zenos n'essaie pas du tout de tuer Aston. Il détruit soigneusement seulement les parties qui sont fusionnées à la pierre magique, tout en guérissant Aston en même temps pour le maintenir en vie. Le guide est vraiment stupéfait que Zenos soit capable d'un tel contrôle précis, surtout après avoir guéri des centaines de personnes plus tôt. Personnellement, Zenos ne verrait pas d'inconvénient à ce qu'Aston meure ici et maintenant, mais quelqu'un doit payer la facture pour tous les dégâts causés ce soir. Et il sait qu'Aston est trop fauché pour couvrir les frais lui-même. Il n'y a aucune chance que Zenos le laisse mourir avant qu'il ne dénonce celui qui a construit ce golem. En plus, même si Aston est un crétin sans valeur, Zenos ne peut pas nier que sans cette pièce d'or qu'Aston lui a donnée comme indemnité, il n'aurait jamais pu sauver Lily ou ouvrir sa clinique en premier lieu. Mais le plus important de tout en tant que guérisseur, Zenos a juré de sauver autant de vies que possible, et cela inclut le pauvre type qu'est Aston. Zenos lève son épée et assène un dernier coup directement dans la pierre magique, la brisant complètement et libérant Aston du golem. Les choses se calment enfin, et quand Aston reprend conscience, il voit vraiment à quel point Zenos est incroyable. Il était partiellement conscient pendant qu'il était piégé à l'intérieur du golem, donc il a clairement vu Zenos soutenir les chefs de faction pendant le combat. Et il réalise soudain que Zenos devait faire la même chose à l'époque où il était dans le groupe d'Aston. Être trahi et utilisé comme une marionnette sans vie a finalement fait comprendre à Aston à quel point il a été un vrai crétin, et il sait que rien de ce qu'il dira ne pourra compenser toutes les choses horribles qu'il a faites, mais il veut quand même s'excuser. Zenos ne supporte pas de voir Aston râler et avoir l'air pathétique, alors il lui dit de lever la tête, non pas parce qu'il lui pardonne, mais parce qu'il veut un bon angle avant de rentrer chez lui. Il attend depuis toujours de frapper Aston en plein visage, mais le frapper alors qu'il était inconscient ne semblait pas juste. Maintenant qu'Aston est réveillé, Zenos n'a plus de raison de se retenir. Il active un boost de force multiplié par 10, s'approche lentement et lance le coup de poing le plus satisfaisant de sa vie. Aston est mis KO et quand il se réveille finalement quelques heures plus tard, il voit Krishna debout juste au-dessus de lui. Elle lui dit qu'elle a déjà croisé Zenos plus tôt, donc elle sait à peu près ce qui s'est passé ici. Aston devrait se considérer chanceux qu'il n'y ait pas eu de mort ce soir, sinon il ferait face à des accusations de meurtre. Pourtant, Krishna l'arrête pour de nombreux autres crimes, y compris la destruction de biens, l'agression et même l'indécence publique, puisque le coup de Zenos lui a littéralement arraché tous ses vêtements. Krishna a aussi un message de Zenos. Elle informe Aston que Zenos a pris son épée pendant qu'il était inconscient. C'était de l'équipement de haute qualité, donc si Zenos le vend, cela couvrira probablement tous les dégâts matériels causés par Aston. Krishna ajoute une chose de plus, un autre message de Zenos disant à Aston de vérifier sa main. Quand Aston l'ouvre, il trouve une seule pièce d'or. Zenos l'a laissée comme indemnité de départ avec une dernière demande. Il ne veut plus jamais voir ou entendre parler d'Aston. Aston fixe simplement le sol complètement abattu. Il sait qu'il mérite tout cela, mais maintenant, il ne lui reste vraiment plus rien. Après tout ce qu'il a traversé aujourd'hui, Zenos est tellement épuisé qu'il peut à peine se tenir debout. Les autres sont inquiets et proposent de le ramener chez lui. Mais Zenos leur dit que ça va, sachant qu'ils sont probablement tout aussi fatigués. Cependant, les filles insistent pour le porter quand même, car Zenos les aide toujours. Et maintenant, c'est à leur tour de lui rendre l'appareil. En même temps, de retour à la clinique, Carmilla a déjà tout raconté à Lily. Alors, quand Zenos rentre enfin chez lui, Lily l'accueille chaleureusement et propose de lui préparer une bonne tasse de thé. Merci d'avoir regardé.
veuillez aimer et vous abonner, cela fait toute la différence.